Oui, je vous en prie, Monsieur Dehaene. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Stan. Je voulais te poser une question concernant l'existence d'animaux imaginaires. Parce que demain matin, j'argumenterai qu'il y a une capacité particulière du cerveau humain à recombiner les idées de façon absolument générative, avec une syntaxe, une combinatoire. Et un exemple intéressant de ça, ça me semble être les animaux chimériques, où on dit, ou d'ailleurs ça peut aussi inclure l'humain, un humain qui a des ailes comme un ange, une chimère, un centaure, etc. Il me semble qu'il y a énormément de cultures qui ne se contentent pas de la nature, peut-être qu'elle existe, mais en fait inventent une nature imaginaire dans laquelle il y a des recombinaisons d'idées. Est-ce que c'est un phénomène, enfin, je ne sais pas si tu as quelque chose à exprimer là-dessus, est-ce que c'est universel? Non. Oui, oui, j'ai publié un livre il y a quelques semaines qui s'appelle Les formes du visible, où je consacre pas mal de pages à la question des chimères. Et je crois que les chimères sont une des caractéristiques de formes de mondiation, c'est-à-dire de détection des qualités du monde, que j'appelle analogistes, c'est-à-dire qu'elles se reposent sur, comme tu dis, la combinaison d'éléments disparates rendus unitaires par une forme biologique vraisemblable. Vous remarquerez que la plupart des chimères ne sont pas des inventions complètes et que si les dragons, par exemple, ont des ailes sur les épaules et qui permettent de les faire circuler. D'ailleurs, beaucoup de chimères étaient conçues à une époque comme étant des espèces réelles. Et donc, c'est la capacité de ces images à donner le sentiment qu'elles peuvent réunir un très grand nombre de caractéristiques qui en même temps sont unifiées par un principe. Et ce principe, c'est précisément l'homogénéité biologique, si on peut dire, de la chimère. Et la chimère diffère en ce sens, par exemple, de la représentation de divinité à qui on va mettre des attributs, par exemple les ailes d'Hermès aux chevilles ou sur son casque ne lui permettent pas de voler. Et le dragon ou Garuda, par exemple, ont des ailes, encore une fois, qui sont placées de telle façon qu'elles permettent de voler. Et c'est donc cette consistance qui me semble intéressant dans le cas des chimères. On aura l'occasion, si tu veux, d'en reparler. Merci. Une autre question? Oui, s'il te plaît, Marie. Oui, monsieur, est-ce que là, je voudrais te poser une question parce qu'il y a une chose qui m'a échappé. C'est le rapport à la figuration, précisément, dont vous venez de faire allusion là. Dans votre exposé, structurellement, il y a quelque chose qui concernerait le culte des ancêtres, le culte totémique, et puis autre chose qui concernerait les religions monothéistes. Alors, ma question est de savoir si cette opposition, si j'ai bien saisi, se reflète-t-elle dans le mode de figuration des unes et des autres? Alors, ce que j'appelle la figuration, c'est la capacité de rendre visible et présent dans un objet ou dans un être certaines des qualités que l'on va prêter aux entités invisibles dont on suppose l'existence. Cette figuration peut prendre de très nombreuses formes, elle peut prendre la forme d'un énoncé, elle peut prendre aussi la forme d'une image. Et lorsqu'elle prend la forme d'une image, cette image, elle peut être de très nombreuses, elle peut revêtir de très nombreux aspects. Je pense dans le cas de l'animisme, par exemple, en Amazonie, on ne fabrique pas des images sous forme de statues, on en fait sous forme de masque pour incorporer l'esprit, ou quelquefois on en fait en décorant un corps humain qui devient le substitut de cet esprit. Et donc, ces formes d'incarnation, elles sont extrêmement diverses. Et évidemment, la forme d'incarnation qui a certaines religions l'ont prohibé, je pense évidemment au judaïsme et à l'islam, mais dans le cas du christianisme, la forme de l'incorporation, c'est celle de l'incorporation christique, bien sûr.